Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Vous êtes députée Les Républicains, députée du Doubs, et vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a dévoilé hier les premiers éléments de sa réforme de l'audiovisuel public. D'abord s'attaquer au contenu. On verra après la question des moyens, on verra après la question des nominations. C'est la bonne méthode ? Alors, il y a un constat qu'on peut partager. L'évolution de l'audiovisuel public fait qu'il faut laisser une plus large part au numérique, par exemple. La synergie entre des médias locaux se comprend, se défend. Mais ça, c'est une question de gouvernement ou c'est une question simplement de stratégie de l'entreprise ? Alors, l'audiovisuel public a évidemment des liens importants avec le gouvernement. Il est normal que la ministre de la Culture, qui a cela dans son portefeuille, s'exprime. Maintenant, cette annonce ressemble fort à un enfumage, puisqu'on n'a aucune indication sur la méthode, on n'a aucune indication sur le chiffrage. Des économies, le chiffrage des économies, puisque c'est quand même ce qui motive en grande partie cette réforme. Et puis surtout, la réforme est reportée à 2019. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'imprécisions, il y a des effets d'annonce. Au passage, on a vu ressurgir l'homme blanc de 50 ans, de plus de 50 ans, dans la bouche de la ministre de la Culture. Je trouve que c'était pas très heureux. Vous faites allusion à ce que disait Emmanuel Macron au moment de la présentation du rapport Borloo. C'est cela. Les deux mâles blancs qui n'auraient pas été Donc la ministre de la Culture qualifiés pour parler des banlieues, et la ministre de la Culture a redit la même chose. Et ça vous choque ? Ça me choque parce que dans la bouche du gouvernement, du président de la République, tout ça ressemble fort à un communautarisme fort malvenu en ce moment. Qui doit nommer les patrons de chaîne ? Alors, je pense que les patrons de chaîne, ça ne peut pas être le fait du prince. Il y aurait quelque chose de malsain à imaginer que la nomination soit le seul fait du prince. Donc, on sait ce fut le cas. Ce fut le cas. Nicolas Sarkozy avait imposé cette réforme. Oui, ce fut le cas. Et puis encore aujourd'hui. Alors, encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, oui, encore aujourd'hui. Donc la nomination par le CSA est une illusion ? Écoutez, la récente nomination du patron de la chaîne parlementaire, par exemple, interroge les proximités, la proximité de certains avec le pouvoir en place ne peut que susciter des interrogations. Il faut tout de même, en la matière, un peu de déontologie. À propos de proximité, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, proche d'Emmanuel Macron, ancien directeur de cabinet d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, est attaqué, et il est sous enquête du parquet national financier, il est attaqué pour avoir des liens avec l'entreprise MSC, croisiériste, transporteur maritime, qui d'un côté est proche de sa famille et de l'autre a été intégré dans des dossiers comme STX, les chantiers de l'Atlantique, sans évidemment vous prononcer sur le problème de savoir s'il y a un sujet ou pas. Est-ce que le secrétaire général de l'Élysée peut continuer à travailler comme si de rien n'était dans ce genre de circonstances ? Dans un passé récent, le président de la République n'a pas eu les mêmes prudences, les mêmes précautions quand il s'agissait de François Bayrou, de Marielle de Sarnez, de Richard Ferrand. On voit bien que là, il a avait des mandats publics. Qui avait des mandats publics. Il a tranché dans le vif. Mais le secrétaire général de l'Élysée, c'est un poste éminemment politique. Il est clair que l'affaire est d'importance. Politiquement, c'est extrêmement périlleux pour le président de la République d'avoir dans une telle proximité quelqu'un qui est soupçonné d'une prise illégale d'intérêt. Et donc, je pense que l'affaire doit préoccuper l'Élysée au plus haut point. Est-ce que le fait d'avoir un lien familial, comme ça peut arriver dans un certain nombre de cas, vous disqualifie pour traiter ce genre de sujet? Je veux dire par là, est-ce que la chasse au conflit d'intérêts, telle que la pratique, par exemple, de l'Assemblée nationale vis-à-vis de ses propres députés, vous-même, vous travaillez dans la commission qui essaye d'examiner les conflits d'intérêts, est-ce que ça ne va pas trop loin ? Alors, je pense que les liens familiaux, on ne peut pas lui en faire grief. Ils sont là, voilà. Bon. En revanche, qu'il puisse, dans des décisions publiques, mélanger des considérations privées, c'est un peu plus dérangeant. Au fond, ce qui pose problème dans la situation d'Alexis Kohler, c'est ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire passer du privé au public.
et que les décisions de l'un inspirent les décisions de l'autre. C'est ça qui est en jeu et qui interroge. D'ailleurs, dans la loi de moralisation qu'Emmanuel Macron a voulu en début de mandature, nous avions proposé, nous les Républicains, qu'un certain nombre de dispositions de moralisation concernent la haute fonction publique. Elles ont toutes été rejetées par le pouvoir en place. Donc là, la justice va se prononcer, c'est son rôle, voilà. Alors dans cette politique du toujours plus blanc, si j'ose dire, il y a un personnage qui s'intéresse à l'Assemblée nationale. Il est lui-même député, il s'appelle Philippe Vigier. Il était à votre place il y a quelques jours et il est rapporteur spécial de la commission d'évaluation des politiques publiques. Oui. Et il aimerait beaucoup savoir quels sont les salaires, par exemple, des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, quels sont les budgets de transport, de restauration des uns des autres. Et il se heurte à un mur. Il a eu les budgets de l'Élysée, il a eu ceux de Matignon, il a, semble-t-il, eu ceux du Sénat, pas ceux de l'Assemblée nationale. C'est normal. Mais écoutez, je ne sais pas. J'apprends la démarche que M. Vigier a faite. Il me semble qu'en la matière, il n'y a rien à cacher. Le fait de ne pas vouloir dissimuler, de ne pas vouloir donner un certain nombre d'indications peut nourrir le soupçon. Maintenant, vous savez, hein, la tyrannie de la transparence, elle a aussi ses dangers. La transparence est un Moloch qui n'est jamais rassasié. Ce qu'on sait, c'est que l'Assemblée nationale a dû puiser dans ses réserves 20 millions d'euros, oui, parce que les frais avaient considérablement progressé, 10% de progression des frais de personnel pour les assistants parlementaires. Tout ça donne un climat d'argent peut-être un peu plus facile qu'il n'y paraît. Il faut regarder les choses plus précisément. Si le budget de l'Assemblée nationale a augmenté, c'est tout simplement parce que l'Assemblée nationale a décidé d'accorder un crédit supplémentaire au recrutement de nos collaborateurs. Tout député qui travaille beaucoup sait que les fonds qui lui sont alloués pour recruter des collaborateurs sont, comparativement aux autres parlements européens, insuffisants. Et l'augmentation du crédit collaborateur, ce qu'on appelle le crédit collaborateur, était destinée à travailler plus et mieux. Donc ce n'est pas l'augmentation des frais de bouche ou des frais de représentation ou des frais de transport ou que sais-je. C'est l'augmentation de crédit de travail. Donc c'est fait pour travailler. Alors justement, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, déclare aujourd'hui qu'il en a assez de faire travailler et de travailler lui-même à ce rythme-là, et qu'il désormais souhaite que l'Assemblée ne siège plus le week-end. Vous voulez plus bosser ? Ah non, pas du tout. Écoutez, il y a vraiment un problème d'encombrement législatif. Le gouvernement n'a quasiment pas donné de matière à légiférer, ou très peu, en début d'année. Janvier, février ont été des mois très pauvres sur le plan législatif. Et là, c'est un véritable embouteillage, 3 énormes textes qui chacun mériterait 15 jours d'examen qu'on veut faire examiner en une semaine. C'est pas comme ça qu'on légifère bien. Moi, je préside très régulièrement en ce moment. Vous êtes vice-présidente et donc vous êtes sur le perchoir régulièrement. La semaine dernière, nous avons travaillé jusqu'à plus de 3 heures du matin et on reprend, et les journées sont d'un rythme infernal. C'est pas comme ça qu'on travaille bien. Mais les députés travaillent beaucoup. Et il y aura moins de députés à l'avenir. Est-ce que tout ça est très cohérent ? Alors, moins de députés à l'avenir, ce qui pose problème aujourd'hui... Plus de 100 députés vont disparaître. Oui, bien sûr. Ce qui pose problème aujourd'hui, dans la réduction du nombre de parlementaires, c'est la corrélation avec la proportionnelle. Proportionnelle plus diminution du nombre de parlementaires, ça fera moins de relations avec les territoires, moins de représentation. Et donc plus de travail à l'Assemblée, au fond. Alors, probablement... Dans ce cas-là, une bonne nouvelle. Oui, plus de travail à l'Assemblée, mais vous savez, en l'occurrence, pour bien examiner un texte, il ne faut pas être non plus 600, ce n'est pas la peine. Il faut quelques bons connaisseurs qui font un bon débat. Bon, vous bosserez le week-end encore, François de Rugy, malgré la colère de François de Rugy ? Alors, je sais qu'il voyait hier le président de la République pour évoquer cette question avec lui. Il faut que des très gros textes puissent avoir le temps nécessaire pour être examinés convenablement. Et je pense que l'Élysée veut donner l'illusion d'un gouvernement qui est à la tâche jour et nuit. Peut-être que ça donne des arguments à la réforme. Il y a 3000 amendements sur la loi Elan, la loi sur le logement. Est-ce que c'est bien raisonnable ? C'est une loi où il y a matière à débattre. 66 articles, 3000 amendements. Ah oui, mais je peux vous assurer, pour avoir siégé et samedi soir et dimanche matin, il y a eu des débats extrêmement intéressants sur la vente de l'habitat social, y compris
compris dans les quartiers prioritaires de la ville. Il y a des débats de fond. Plus de temps et plus de moyens. Le temps nécessaire, pas plus de temps, mais le temps nécessaire. Et puis pour le reste, il faut que le gouvernement ne cède pas à cette illusion, cette agitation. Il nous faut le temps de faire les choses correctement. Ne pas céder à l'agitation. Merci, Annie Genevard. Merci.